Très honorée d'être avec vous ce soir et encore plus de voir que la salle est presque pleine. Je suis ravie de vous parler aussi de ce sujet qui me passionne depuis tant d'années. Ces émotions, ces vagues tumultueuses qui nous traversent. Et puis, j'espère que je vais réussir à atteindre mon objectif aujourd'hui, c'est vous permettre de comprendre que les émotions, c'est la vie. Et que loin d'être nos ennemis, ce sont de véritables alliés. Voilà, donc je vais passer ma présentation personnelle parce que j'ai une présentation magnifique et puis je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc les émotions, d'où viennent-elles? Comment elles nous influencent? J'ai entendu tout à l'heure, pour moi tout ça, ça va être des révisions, je crois, et j'en suis ravie et j'espère que, évidemment, vous êtes déjà des experts peut-être en émotions. Et j'espère également vous permettre de vous réconcilier pour certains avec ces émotions qui, vous allez voir, nous permettent vraiment de nous sentir pleinement en vie, pleinement vivants, pleinement vibrants. Alors, pour vous donner une petite idée du programme que j'ai concocté ce soir pour vous, c'est déjà de découvrir les origines. C'est quoi ce mot émotion? Et puis on va venir décrypter également ce langage corporel pour mieux reconnaître les émotions qui nous traversent. Et puis on viendra voir que lorsque ces émotions sont refoulées, qu'on les garde à l'intérieur de nous, elles peuvent se transformer en symptômes, voire même en maladie grave. Et puis évidemment, c'est mon métier, je suis praticienne psychocorporelle, donc c'est voir que ces émotions, on peut les libérer chaque jour, sans forcément aller voir un praticien ou un thérapeute. Et vous allez voir que notre corps, c'est une véritable machine incroyable qui nous permet de nous auto-nettoyer, nous auto-réguler, revenir à l'équilibre, avec juste quelques clés. Voilà pour ce soir. Donc on va démarrer par, j'ai envie de dire, les bases. C'est quoi une émotion? Une émotion, ça vient du latin emovere. Et emovere, ça veut dire mouvement. D'ailleurs, dans sa traduction anglaise, on parle de emotion avec le E, qui signifie l'extérieur, emotion, le mouvement. Donc en fait, une émotion, c'est tout simplement de l'énergie en mouvement. Donc les émotions, elles sont déclenchées par des stimuli externes qui sont perçus par nos sens évidemment et qui sont transformés une demi-seconde après en émotions. Ensuite, elles sont transformées en pensées et puis évidemment en souvenirs. Donc en fait, ce sont des réactions tout à fait naturelles. Elles sont essentielles et je le souligne, elles sont essentielles à notre survie. Donc une émotion prolongée, on ne va plus parler d'émotion, on parlera plus d'humeur, de sentiments. Et je dis toujours, en fait, toutes nos émotions, ce sont de véritables alliés, ce sont des messagères très précieuses. Elles viennent vous informer. Alors avant d'aller un peu plus loin, si je passe un petit peu au crible, même les émotions de base, est-ce que certains parmi vous ont envie de me parler des émotions de base? Qu'est-ce que vous allez mettre derrière des émotions de base? Peur. Oui, la peur, la colère, la honte, la colère, la joie, j'ai entendu la honte, la tristesse. La tristesse. Alors, il y a plusieurs écoles chez les psychologues. Moi, j'adore Pluchnik parce que je trouve que sa roue, elle est magnifique. Chez lui, il y en a 6. Il rajoute le dégoût. La honte, ce n'est pas une émotion de base, on va en parler, mais c'est une émotion évidemment. Donc, quand on va voir très très rapidement, on va aller passer au crible, ces émotions de base, parce qu'elles sont essentielles, leur compréhension, vous les connaissez évidemment tous et toutes. Donc, pour commencer, la peur, c'est évidemment l'émotion peut-être la plus inconfortable. On n'aime pas la peur, et pourtant, on en a tous besoin. Donc, à votre avis, ça sert à quoi la peur? L'instinct de survie. Ouais, j'ai entendu l'instinct de survie, quoi d'autre? Allez-y, on ne lève pas le doigt comme à l'école. On ne va pas sauter du balcon. Ouais, et donc ça sert à nous protéger, c'est vrai. Vous voyez d'autres choses à la peur? Ok, je vous aide un peu. Donc la peur, on l'a dit, c'est une impulsion qui nous permet de nous protéger du danger. Ça va placer en fait notre corps en alerte
ok? Donc ça, c'est sa fonction utile. C'est aussi parfois une manifestation de l'enfant intérieur quand il est insécure. Et puis, on a peur en général face à un danger réel ou potentiel. Je pense à une araignée. Chez beaucoup de gens, l'araignée, on a peur alors que, bon, elle ne va pas nous faire grand-chose. Comme disaient nos parents, la petite bête, elle ne va pas manger la grosse. Et puis, la peur, elle est instinctive devant la nouveauté aussi. Quand on sort de... Dès qu'il y a nouveauté, on sort un peu de notre zone de confort et puis ça peut provoquer de la peur. Donc la peur, quand elle est trop présente, quand elle s'installe, quand on la garde, évidemment, elle va se transformer. Elle peut se transformer en angoisse, en panique, en phobie, on ne va pas rentrer dedans, en terreur, jusqu'à adopter des comportements de figement. On parlera de sidération, et je passe. La joie maintenant. J'essaye d'aller vite sur les émotions de base. Hein. La joie, ça sert à quoi la joie? Ouais. La gaieté. Ouais, ok. Le sourire, le rire. Ouais. La joie, en fait, c'est vraiment une émotion qui est naturelle. C'est notre émotion de base qui est vraiment l'état naturel. Regardez un enfant, naturellement, il est dans la joie très facilement. Et la joie, en fait, quand on est en joie, on a envie de le partager. Tu sais, quand on regarde un super bon film, on se dit, on a envie de le raconter, on aurait aimé le partager, on est mieux rire à deux plutôt que seul. On est quand même des animaux sociaux. Hein. Donc la joie, c'est une émotion de base et c'est une émotion qui nous permet, comme je dis, c'est un état naturel. C'est une émotion qui nous protège également sur le plan immunitaire des dérèglements. Okay ? Donc en fait, quand on est en joie, on a une fréquence énergétique qui est particulièrement haute. Donc c'est pour ça qu'on l'aime tant, la joie. La joie, elle est agréable, on aime être en joie. En général, elle est déclenchée par le succès. Tiens, j'ai un succès, j'ai de la reconnaissance, tout de suite je vais me mettre en joie. Nos besoins sont satisfaits quand on est en joie. Et puis, évidemment, on est dans une forme d'équanimité, c'est-à-dire que tout est aligné en fait. Hein. Nos valeurs sont respectées. Voilà. Je passe la joie. Je tiens quand même à souligner que rechercher uniquement de la joie, parce que j'ai beaucoup ça moi. Hein. Quand les gens viennent me voir dans mon cabinet, ils ne sont pas toujours en joie, rarement même. Et ils me disent, quand je leur dis, donnez-moi un objectif clair, en quoi je peux vous aider, comment je peux vous accompagner. Moi, je voudrais ressentir de la joie tout le temps. C'est pas possible. On va le voir pourquoi. Donc après la joie, vous avez le dégoût. Je l'ai dit, hein, le dégoût, il fait partie, chez Plutchnik, de ces émotions de base. Ça sert à quoi le dégoût, à votre avis? Se protéger. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, le dégoût, il s'étend aussi bien au domaine physique que psychique. Il est profondément ancré dans notre biologie. Hein. Ça va nous permettre effectivement de ne pas manger certaines choses parce que tout de suite le corps va le rejeter. Et c'est intéressant quand même de noter que d'une culture à l'autre, ce qui peut générer du dégoût chez nous va générer du plaisir pour d'autres. Par exemple, manger des insectes. Hein, en Thaïlande, ils adorent manger des insectes. Chez nous, un peu moins. Les Anglais nous voient comme les mangeurs de grenouilles, pour eux c'est horrifiant. Les Français adorent ça, en général. Voilà. Donc je passe le dégoût rapidement. Je viens à la tristesse. La tristesse, à votre avis, elle sert à quoi? Allez-y. J'ai pas entendu, pardon. La tristesse? À faire son deuil. Oui, tout à fait, exactement. La tristesse, c'est un état profond qui sert à faire le deuil, c'est vrai. Alors un deuil, c'est vaste, hein. Ça peut être le deuil d'une maison parce qu'on a déménagé, d'un être cher qu'on a perdu, d'un éloignement, d'une rupture affective ou amicale même. En fait, la tristesse, elle nous relie profondément à notre humanité, vraiment. Elle nous permet en fait d'avoir ce temps de recueillement dont on a besoin pour pleurer. Et vous avez tous ressenti à un moment donné des grandes peines où ça fait du bien de pleurer. Ça libère. Une déception. Dans la tristesse ou dans les émotions de base? Une déception dans la tristesse. Oui, on peut, bien sûr, on peut pleurer suite à une déception, tout à fait. En fait, ça offre vraiment un espace, la tristesse, pour accueillir la douleur. On va parler beaucoup d'accueil dans les émotions, on va voir tout ça. Donc en fait, ça appelle à la connexion, parce que c'est vrai que quand on est triste, parfois ça fait du bien de se connecter à l'autre, d'avoir une épaule sur laquelle se poser. Et puis ça nous rappelle quand même notre dimension de vulnérabilité.
Voilà. Si je passe à la colère maintenant, il y a un livre que j'ai adoré sur la colère qui s'appelle La colère, cette émotion mal aimée. La colère, elle sert à quoi, cette colère? Extérioriser ses sentiments. Ouais. En général, quand est-ce qu'on ressent de la colère? Quand on n'arrive pas à faire quelque chose, Oui, quand on est frustré. Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, la colère, elle nous informe d'un besoin qui est non satisfait. En général, d'une limite qu'on n'a pas posée. Pas poser nos limites, donc on est en colère. Elle permet de trouver des solutions face à des obstacles. Il y a Buren Steiner qui en parle super bien de la colère, en disant c'est vraiment la patate chaude, le phénomène de la patate chaude, on la refile à l'autre, du coup l'autre il prend notre colère et puis il se remet en colère et puis c'est sans fin. Alors qu'en fait c'est une énergie qui est tellement grande, moi j'adore la colère parce que la colère, c'est ce qui nous permet de dépasser notre peur. C'est ce qui permet à un enfant, à un moment donné, quand ça monte la colère, non, qui permet en fait de dire non face à l'autorité. Là, l'enfant, il n'a plus peur tellement il est en colère. Donc c'est une énergie qui est hyper puissante. Et pourtant, on nous a tellement dit, c'est pas beau de se mettre en colère. Et non, parce que la colère, ça nous fait peur souvent. Parce qu'on est une société tellement anti-émotionnelle, voilà, que très souvent, on confond la colère, c'est vrai madame, avec la violence. Une colère bien gérée, une colère qu'on laisse extérioriser, c'est hyper utile et puis ça donne de l'énergie. Croyez-moi qu'avec une énergie de colère, vous pouvez faire le ménage dans une pièce en 2-2 sans le sentir. Je vous en prie, allez-y. Alors, je ne sais même plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais chez Plutchnik, la dernière émotion de base, c'est la surprise. Eh oui. Alors la surprise, elle a un code universel, c'est-à-dire que quel que soit le pays, quelles que soient les cultures, vous allez avoir les mêmes mimiques face à la surprise. En général, c'est les sourcils relevés, la bouche grande ouverte. La surprise, elle est assez neutre au niveau des émotions, c'est-à-dire que très souvent, on va avoir tendance à classer les émotions comme positives ou négatives, où vous ne m'entendrez jamais dire qu'une émotion est négative. Les émotions sont des alliés, de mon point de vue, des messagères. Et elles servent toutes à quelque chose, on est en train de le découvrir. Voilà. Donc je ne rentre pas dans la surprise, vous savez tout ce que c'est qu'une surprise. Il y a ce qu'on appelle des bonnes surprises, des mauvaises surprises, mais voilà, la surprise, elle est plutôt considérée comme une émotion neutre chez les psychologues. Donc au-delà des émotions de base qui sont innées, qui sont primaires, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a un univers complexe, voilà, qui naissent de la combinaison des émotions de base qu'on a citées. Et vous voyez bien que le chagrin, c'est plus fort que la tristesse. Et puis, c'est moins fort que la songerie. Et puis, quand on mélange tout ça, voilà, vous avez ce monde incroyable des sentiments. D'accord? Donc, au-delà des émotions de base, ces sentiments, par exemple, si je prends la jalousie, ça va être un petit cocktail de peur, de colère, de tristesse liée en même temps à la perception d'une menace. Tiens, là, j'aime pas trop qu'il sourie à machin parce qu'il va plus m'aimer. Voilà. Donc, les émotions complexes, elles impliquent du coup notre interprétation des événements. Évidemment, on va parler des filtres. Et puis, nos croyances, nos attentes, tout ça, ça va influencer la nature et l'intensité des sentiments que l'on ressent. Je ne le dirai jamais assez, on est tous uniques. Pourquoi on est tous uniques? Parce que même si on est à peu près mis dans le même moule, avec des qualités, des défauts, eh bien on a tous une perception du monde qui est unique. Et nos filtres font que on va voir à quel point cette unicité, on peut aussi transformer un certain nombre de choses en changeant notre regard sur la vie. La honte, du coup, on est complètement dans des émotions dites complexes. Vous le mettez dans les émotions complexes, ouais, c'est ça. Pourquoi? Alors parce que, moi je ne me permettrai pas de définir ce qu'est une émotion primaire, parce qu'il y a bien d'autres psychologues avant moi qui l'ont fait, et je suis assez ok avec ces 6 émotions de base, mais là j'ai pris la roue de Plutchnik. Chez d'autres psychologues, ils ne vont pas mettre par exemple la surprise ou le dégoût dans les émotions de base. Voilà.
Donc après, je ne me suis pas posé la question de pourquoi on n'a pas mis la honte, pourquoi Pluchnik n'a pas mis la honte dedans, mais on pourrait lui poser la question. De mémoire, il la met, c'est une diade, là. C'est entre la honte, c'est entre la tristesse et je ne sais plus lequel d'autre. C'est entre la tristesse, c'est un mélange de on l'a deux. pas là. Oui, alors on pourrait élargir effectivement la honte Voilà. pour essayer de voir qu'on a mis la honte, mais merci. Au début, Comment? entre tristesse et dégoût. Ouais, c'est Ouais, ça. c'était un truc comme ça, ouais. Ouais. Alors, je passe à la couleur des émotions. La couleur des émotions, vous avez vu cette très belle cartographie qui nous a été proposée par les neuroscientifiques. Il y a des très belles expressions, la langue française est très imagée, il y a beaucoup de métaphores. Très souvent on dit j'en ai plein le dos, ou j'ai des papillons dans le ventre quand je suis amoureuse, ou j'ai la rate au courbouillon juste avant de passer un examen, ou je me fais de la bile. Ah, faut avoir l'air insolide. Tout ça, ce sont des expressions que vous connaissez tous et toutes. Ce sont des expressions populaires qui témoignent d'une vérité profonde. Nos émotions, elles se manifestent dans le corps, clairement. Et donc, du coup, quand on ressent de la tristesse, on vient d'en parler, ou même de la joie, il y a des sensations corporelles qui émergent. Et ça, c'est une très belle cartographie qui a été mise au point par des neuroscientifiques qui montre en fait, grâce aux IRM, des couleurs chaudes. Vous pouvez voir par exemple le bonheur, il y a des couleurs très chaudes, il y a du jaune, il y a du rouge. Tout ça, ça indique quand l'activité au niveau du corps, elle monte en fait. D'ailleurs, on dit, pour reprendre la honte, je sens d'un seul coup que je deviens toute rouge. On n'a pas besoin en fait d'avoir un miroir, on sent déjà qu'on est tout rouge. Le bleu, les couleurs plus froides, je pense à la dépression. Là, on peut voir la honte. On voit comme le rouge, il est en haut. Mais au contraire, comme il y a des zones bleues plutôt en bas, plutôt dans les bras. Ça, en fait, c'est les zones où ça ralentit. Plus concrètement, en fait, la tristesse, elle va se caractériser par une diminution au niveau des membres, de la poitrine. L'activité cardiaque, elle va diminuer. Alors que le bonheur, lui, il irrigue vraiment tout le corps, on le voit avec toutes ces belles couleurs jaunes, et c'est vraiment cette sensation de légèreté, de chaleur qu'on peut ressentir. D'ailleurs, souvent chez les indigènes, dans ces cultures-là, quand il y a du froid, on va diéter certaines plantes pour apporter de la chaleur dans le corps. On dit que les gens qui ont vraiment des zones de froid très fort, au-delà de la médecine chinoise qui va parler d'avoir un profil plutôt yin, on dit souvent que c'est des zones de dépression dans le corps. Voilà, je m'éloigne pas trop du sujet, sinon on va partir sur autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les émotions, elles sont prisonnières dans le corps? Alors, je vais vous parler d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est la théorie du monde émotionnel. C'est la compréhension que, je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas toujours obligé d'aller voir un thérapeute quand on ne va pas bien. Et on a une machine qui est tellement parfaite qu'on peut autoréguler nous-mêmes nos émotions, revenir à l'équilibre, à l'homéostasie. En fait, une émotion, c'est une information. C'est aujourd'hui avec la physique quantique que tout est énergie, tout est information. Donc, une émotion, c'est évidemment une information comme tout le reste qui va rentrer dans notre corps. Par exemple, je reçois un coup de fil et puis j'entends « Allô, votre enfant a été percuté par un camion. Il est dans l'unité des soins intensifs. » Je reçois l'information, comment elle se transforme? Immédiatement, une information comme ça, elle va se transformer en émotion. Vous imaginez bien. Cette émotion, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un courant électromagnétique qui va passer par la plante de mon pied, qui va traverser tout mon corps et qui va se libérer par la glande pituitaire. Le problème, c'est que quand l'émotion est trop forte, vous imaginez bien, on vous annonce que votre fils, il est aux soins intensifs à l'hôpital, il y a une partie de l'émotion qui peut ne pas être libérée, parce que sinon ce serait la crise cardiaque. Donc du coup, cette émotion qui est bloquée, d'accord, en fait, elle va être bloquée dans notre canal central, pour faire simple, et elle va être en attente de libération. Pour que cette information, donc pour que cette émotion soit libérée, il va falloir attirer à soi un événement qui a la même fréquence, qui a la même information, qui va générer la même émotion, tout simplement. Donc en fait, les émotions, elles ne se raisonnent pas. Quand on dit non, mais attends, moi j'aurais jamais réagi comme ça. Les émotions, elles ne se raisonnent pas. Soit elles se vivent, soit elles se bloquent.
Et quand c'est pas possible de conduire l'émotion jusqu'au sommet de la tête et la libérer par cette glande pituitaire, eh bien, on va la stocker de cette façon. Donc pour débloquer l'émotion, vous avez compris, je dois contacter un événement qui va générer exactement la même émotion, la même fréquence énergétique, puisque tout est fréquence. Du coup, quand l'individu il est retraversé par des émotions de même nature, il va pouvoir libérer les émotions qui sont bloquées dans le corps en attente de résolution, à condition que la personne s'autorise à libérer l'émotion. Que ce soit de la tristesse, de la honte, toutes les émotions dites désagréables, que bien des gens vont qualifier de négatives. Ok ? Donc du coup, le mécanisme naturel, vous commencez à comprendre à quel point on a un système qui peut s'autoréguler parfaitement tout seul. Le mécanisme naturel qui consiste à nettoyer notre système, il est parfaitement autonome. Il est parfaitement intelligent. Donc quand on a rencontré par exemple une situation inconfortable, que notre charge émotionnelle est contenue par la situation qui n'a pas été vécue précédemment, quand on m'a annoncé la nouvelle au téléphone que mon enfant était en soins intensifs à l'hôpital, eh bien quand l'information est arrêtée dans mon corps, elle va s'inscrire au niveau de mes lunettes. C'est-à-dire que partout où je vais regarder la vie, je vais chercher en permanence à retrouver une information du même type. Concrètement, votre système cognitif, donc vos pensées, votre système cognitif perçoit 1 milliard d'informations et seulement, à votre avis, combien deviennent conscientes? À la louche. 1 million, c'est quand même. mais c'est rien. Finalement, c'est une infime partie de la réalité. Vous vous rendez compte, 1 milliard d'informations, on est conscience que d'1 million. Vous voyez le ratio? Donc du coup, ça veut dire qu'on est en contact qu'avec une infime partie de notre réalité, qui correspond à ce que nous on appelle notre conscient. Mais le milliard, tout le reste en fait, c'est l'inconscient. Voilà, on va parler plus d'inconscient, je pense, que de subconscient, mais voilà. Donc, parmi les exemples les plus connus pour vous illustrer cette idée-là, c'est la femme enceinte. Tiens, chaque fois que je suis enceinte, je vois des femmes enceintes partout. Vous n'avez jamais remarqué ça? Un bonhomme achète une voiture rouge, je vois des voitures rouges partout. Il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste qu'on s'est câblé sur l'info, la voiture rouge. Donc, on va voir les voitures rouges partout. Donc ça, c'est l'anecdote, ok. Mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'en fait... on n'est jamais face à la réalité, puisqu'on est limité par nos 5 sens déjà. Si je vous dis, regardez, il fait quel temps dehors? Alors déjà, on va voir autant de réalité qu'il y a de personnes dans la salle. Il y en a qui vont voir les 2 nuages, il y en a qui vont voir le beau ciel bleu. Et puis en fait, on va être limité par nos sens qui sont déjà limités. Donc du coup, la part qu'on rend consciente, c'est ça qui est intéressant là dans ce que je suis en train de vous raconter, en fait... La part qu'on rend consciente dans l'immense masse d'informations qui nous entourent, c'est seulement 10%. Moi, je dis souvent aux gens qui viennent me voir en cabinet, vous êtes à l'image d'une boule multifacette. En hypnose, c'est l'image qu'on utilise. Vous savez, ces petites boules qu'on voit en boîte de nuit. Et en fait, on est conscient que de 10% cette boule multifacette. Tout le reste, il est en déni. Le boulot de l'hypnose, ça va être de rendre conscient, d'aller communiquer avec des parts avec lesquelles on n'a pas souvent l'habitude de communiquer. Qu'est-ce qui permet de parler du pourcentage? Comment on mesure ça avec ces pourcentages? Ce milliard et ce million? Oui, comment vous évaluez? En neurobiologie, il utilise en fait sur l'ensemble des éléments qui sont capables d'être perçus de manière cognitive. C'est-à-dire que si on voit la salle, on est capable de voir absolument toutes les pierres, de voir tous les détails, mais on ne va retenir que certains détails au niveau conscient. Oui. C'est-à-dire on va retenir que ce qui nous intéresse sur un moment et le reste, ça fait partie de l'arrière-plan. Donc en fait, dans l'arrière-plan, quand on le teste, on demande aux personnes à chaque fois ce qu'ils ont retenu dans ce qu'ils ont vu, systématiquement. Et on leur donne soit plus ou moins de temps pour réussir à le faire de manière consciente et on arrive à mesurer ce qu'ils sont capables de retenir. Oui, non, mais c'est mesurer à la louche ou mesurer réellement? C'est toujours à la louche selon les personnes, oui. À la louche. Ouais. Et ça dépend du niveau de stress d'une personne. Voilà.
Vous êtes sur l'autoroute, ça réduit. Et quand Vous on allez a un vite. milliard d'informations, ou 1 million, c'est en quel laps de temps? Parce que c'est marqué. En permanence. À tout le temps, tout le temps. Mais on est hyper limité par nos fils. Quand vous voyez, par exemple, on le voit aujourd'hui, les pieuvres ont une intelligence qui est incroyable. On fait beaucoup de recherches sur... Elles ont... Regardez, prenez un chien, il capte les ultrasons, nous, on ne va pas les capter. Vraiment, on est limité par nos sens. Mais alors, les ultrasensibles ont capté beaucoup plus d'informations. Je veux dire que les gens normaux, je vais mettre énormément de guillemets derrière la normalité est statistique, il n'y a pas de jugement quand je parle de normalité. Voilà, donc en fait, je prends un autre exemple concret pour bien aller au-delà, que vous compreniez bien cette théorie émotionnelle. C'est comprendre que par exemple, une personne qui a vu un de ses enfants, je prends volontairement des exemples tragiques parce que c'est ce qu'on retient malheureusement, une personne qui a eu son enfant qui est décédé, et qui va évidemment, c'est certainement l'une des épreuves les plus difficiles au monde, le temps qu'elle puisse évacuer cette information au niveau émotionnel, eh bien, la charge émotionnelle qui est bloquée dans le corps va faire qu'elle va être tout le temps, elle va mettre ses lunettes, en fait, vont être conditionnées avec un système qui va l'amener à toujours regarder des situations dans lesquelles il y a des réalités, des associations qui vont s'occuper des parents en deuil. Donc c'est des gens qui, à un moment donné, quand ils vont sentir que le deuil commence à se faire, ils vont s'impliquer dans ce type d'association. Ils vont tomber sur des films qui parlent de la mort d'un enfant, etc., etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tant que la personne est préoccupée par ce sujet-là, elle va systématiquement rencontrer des informations de ce type. Donc en gros, on a un monde extérieur qui correspond à notre réalité intérieure. Toujours. Et quand on a libéré l'émotion qui était stockée dans le corps, à la charge émotionnelle, en fait, c'est plus un sujet. Elle disparaît complètement de notre système. Donc on s'en rend même plus compte, c'est plus dans notre vie. Alors concrètement, parce qu'on n'a pas toujours conscience de tout, vous l'avez compris, puisqu'on a conscience que de 10%, on va dire non mais ça y est, j'ai accompagné pendant des années les parents qui avaient fait le deuil, moi maintenant je m'arrête, je passe la main. En fait, la personne, elle ne l'a pas fait pour les autres parents, elle l'a fait pour elle. Parce qu'à chaque fois qu'elle entendait un parent raconter l'histoire avec son enfant, ça lui permettait de nettoyer son conduit, son canal, et de nettoyer les émotions. Je pensais que la sidération de départ faisait dysfonctionner les sensations. Alors, la sensorialité en particulier et les sensations en général. Alors, on va en parler un peu plus loin. Je vais y venir à la sidération. Du coup, je vais essayer de passer un peu plus vite parce que sinon je ne tiendrai pas mon programme. Les émotions qui ne sont pas digérées, vous les avez compris, y compris les traumatismes évidemment, je vais les inscrire sur mes lunettes. Donc j'aime bien prendre des exemples concrets pour que vous compreniez. Par exemple, ma mère part à ma naissance, elle va chez sa sœur à l'étranger, elle ne peut pas m'emmener, le pays est en crise. Comment il va le vivre l'enfant ? Ma mère m'a abandonnée. Évidemment, sa mère ne l'a pas abandonnée, mais pour elle, elle a estimé que c'était le meilleur des choix que de laisser l'enfant auprès de son père, de sa sœur, qui est venue aider à ce moment-là. Mais pour l'enfant, sa blessure, Élise Bourbeau, qui parle beaucoup de ses blessures, bien avant elle, Virginia Satir s'est intéressée aux blessures de l'âme, la personne va avoir cette blessure d'abandon. Et donc à chaque fois, ou de rejet, ça dépend comment l'enfant le vit, si la petite fille elle a une sœur, peut-être que l'une va le vivre comme un abandon, l'autre comme un rejet, parce qu'évidemment c'est selon la réalité de chacun. Et c'est ce qui fait que sur les lunettes de ces enfants-là vont s'inscrire l'abandon ou le rejet. Et c'est ce qui fait que dans sa vie, à chaque fois, elle va chercher dans sa réalité à inconsciemment chercher à attirer des situations dans lesquelles elle se sent soit rejetée, soit abandonnée. Elle va arriver dans le bus avec sa copine, et puis il y a quelqu'un qui ne va pas faire attention à elle, qui va la bousculer parce qu'il y a un peu de monde dans le bus, puis elle va dire « Ah mais quand même, vous pourriez faire attention, non mais vous ne voyez pas, non mais tu vois, les gens vraiment font plus attention, tu vois bien, je compte pas, on ne me voit pas, on ne me regarde pas. » Ta copine, elle va la regarder, tu sais, il y a un peu de monde dans le bus, t'as pas vu. Et sa copine, elle ne va pas comprendre cette surréaction. Mais cette surréaction, si cette jeune femme, elle s'était autorisée à vivre bien plus petite, ou à chaque fois, à chaque situation dans laquelle elle a rencontré
des situations qu'elle a pu vivre comme du rejet ou de l'abandon, si elle s'était autorisée à y pleurer, aujourd'hui, ce serait plus sur le filtre de ses lunettes. Mais, tant qu'on bloque l'émotion et que chaque situation de vie nous ramène ce dont on a besoin, ce que les actions chez nous appellent des problèmes. Je ne veux plus jamais vivre ça. Je me coupe de l'amour, je ne peux plus vivre de situation sentimentale parce que j'ai trop peur d'être rejetée ou abandonnée, c'est le cas. En fait, moi ce que je leur dis, c'est que leurs problèmes sont leurs solutions. On devrait tous dire, bien, allez, amène-moi encore une situation où je vais bien me sentir rejetée, où je vais bien me sentir abandonnée. Vis-le. Et tu verras, ce sera certainement la dernière fois. Alors là, vous pourriez me poser une question. Quand est-ce qu'on sait que le canal est nettoyé? C'est ce que vous vouliez me demander, là. Je plaisante. En fait, on ne sait jamais. Non, parce que c'est invisible. C'est juste que quand l'émotion est nettoyée, chez certaines personnes, il faut vivre 2 situations de rejet, parce que l'enfant il s'est vraiment senti abandonné. Chez d'autres, ça va être 10 petites ruptures. Ça dépend si on a tendance à attirer des trucs super violents, ou des petites ruptures comme ça qui à chaque fois nous font un peu pleurer. Et puis ça dépend surtout de vous. Est-ce que vous vous autorisez à pleurer? Parce qu'il y a des gens qui viennent et puis qui nous disent avec Sébastien en cabinet, mais c'est l'histoire de ma vie. Mais non, c'est pas l'histoire de votre vie. C'est juste que vous êtes sur une boucle, vous allez chercher toujours les mêmes situations, mais vous ne vous autorisez pas à pleurer. Donc tant que vous, alors à pleurer ou à vous mettre en colère, ça dépend de l'émotion qui est bloquée, tant que vous gardez l'émotion, la vie vous la resserre tout le temps. Et en réalité, c'est votre solution. On ne doit pas rechercher quand même les situations d'inconfort. Eh bien, pour grandir. Vous avez compris qu'il faudrait presque. Vous Vous pouvez tout. Alors, c'est le mot, monsieur. C'est ça qui nous embête. Je suis d'accord avec vous. C'est pas très agréable de ressentir de la colère, peut-être. Trop de colère. C'est pas agréable de pleurer. Quoique, je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est libérateur. Mais quand on prend conscience qu'une émotion, vous savez combien de temps ça dure une émotion en moyenne? Alors là, vous allez peut-être me demander, bon alors ça sort d'où ce chiffre? J'en sais rien, ça a été mesuré. En moyenne, combien de temps une émotion? Si tu me trompes, je ne sais plus, ça va très vite. Ouais. Vous avez une idée ou pas? À la louche. C'est 90 secondes. C'est un tout petit peu plus qu'une minute. Évidemment, vu qu'on a été élevé dans une société où il ne faut pas faire de bruit, surtout chez les Français. J'en parlais tout à l'heure avec les personnes qui sont arrivées en avance. J'ai eu la chance de faire un stage de danse-thérapie cette semaine et puis on dit les Italiens ils parlent fort, les Espagnols ils parlent fort, et notre prof qui était voix et danseuse, elle disait mais en fait ils parlent pas fort, c'est nous les Français, on n'ouvre pas la bouche parce que ça se fait pas. À 6h du matin ça réveille quand même. Comment? À 6h du matin ça peut réveiller. Les Italiens ou les Espagnols? Les Espagnols. Ok. Donc voilà, ce que je vais vous dire, c'est qu'on est constamment en train de vérifier dans notre réalité une petite sélection du réel qui nous fait vivre des réalités particulières de manière à déclencher des émotions qu'on ne voudrait surtout pas ressentir et pourtant qu'on a besoin de libérer. Et donc on a besoin de ressentir pour enfin leur permettre de sortir de notre système. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc je passe à la suite et on va venir évidemment à la sidération, etc. Parce qu'à la longue, l'oubli n'est pas une solution. L'oubli? Oui. C'est le dépassement. Je suis pas sûre de comprendre la question. L'oubli de quoi? Est-ce qu'on peut oublier qu'on s'est senti... Le drame qu'on a vécu. On n'oublie pas le corps. Le corps, on y vient d'ailleurs, c'est le titre de ce slide. Le corps, c'est une énorme mémoire. En fait, les adultes, très souvent, parce qu'on a été élevés dans cette société anti-émotionnelle, disent à l'enfant « Mais pourquoi tu pleures ?» En fait, on cherche toujours le pourquoi. Vous savez pourquoi on cherche le pourquoi? Parce que ça nous colle dans le mental. Et quand ça nous colle dans le mental, on met à distance le corps. Mon mari dit toujours « On ne dissocie pas les deux. » Mais non, mais nous, on est vachement comme ça. On est une société où on a tendance, quand c'est trop douloureux, à dissocier. Ouais. Une émotion, c'est forcément la journée.
pardon, pour libérer une émotion, c'est forcément... La journée. Ah non. Ah non, bien sûr, il y a plein de choses qu'on libère dans le sommeil. On y viendra dans les questions-réponses au cas. En fait, du coup, qu'est-ce que je disais que... Oui, le pourquoi ça nous met dans le mental. Donc en fait, ça crée des gens qui sont toujours dans la quête de sens. Et c'est ce qui fait qu'après 15 ans chez un psychanalyste, attention, je ne suis pas en train de taper sur les confrères, mais c'est quand même des retours que l'on a en tant que praticien en thérapie brève, et dire « Ah ben c'est génial, j'ai compris plein de trucs, mais je me sens toujours aussi mal. » Ben ouais, c'est hyper intéressant intellectuellement. Et si vous ne libérez pas l'émotion, ça fait cher. Donc en fait, quand on dit pourquoi, on met à distance, un peu comme les gens qui cherchent à trouver un coupable. C'est de sa faute si je suis malheureuse. Sur le coup, c'est distance, mais vous êtes toujours avec votre charge émotionnelle qui est bloquée. Et donc, du coup, forcément, les adultes, quand ils cherchent tout de suite à aller rassurer un enfant qui pleure, en fait, c'est pour mettre sa propre émotion à distance, parce qu'on n'aime pas voir un enfant qui pleure. Vous savez pourquoi ? Ça éveille l'émotion. Ouais, parce qu'il y a un système de co-régulation qui fait que ça nous met face à notre émotion, à nous qui est bloquée, et on ne veut surtout pas ressentir ça. D'ailleurs, dans les grandes phrases sympas qu'on entend, regarde ta sœur, comme elle est sage, elle ne pleure pas, elle. Sois fort, quand on est un garçon, on ne pleure pas. Alors, on entend un peu moins ça, on s'ouvre, mais ça veut dire quoi ? Ben, regarde ta sœur, elle ne pleure pas. Ben, en fait, chez l'enfant, tout de suite, c'est pour être sage, il ne faut pas pleurer. On fonctionne que comme ça en tant qu'adulte. Nous, notre travail avec Sébastien, c'est de chercher les raccourcis inconscients. Dès qu'on fait un raccourci inconscient comme ça, si être fort, c'est pas pleurer, il ne faut pas que je pleure. Donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois ? On verrouille l'émotion. Du coup, voilà pourquoi je vous disais, est-ce que c'est toujours judicieux, à votre avis, de parler d'émotions positives ou négatives, comme on a tendance à les classifier ? Non, parce que très souvent, on a besoin des émotions. On n'a pas envie de ressentir pour libérer ce qui est bloqué dans le corps. Et on va voir maintenant pourquoi c'est important, pour ne pas dire essentiel, de libérer ce qu'il y a dans le corps. On vient du coup à ce slide, le corps, notre première mémoire. Parce que le corps, quand madame disait, est-ce qu'il faut oublier ? Le corps, il n'oublie pas. La tête, parfois, veut oublier. Est-ce que c'est des déclencheurs de certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, mais ça peut être une piste. En fait, la mémoire du corps, elle se distingue vraiment de la mémoire du cerveau. En fait, d'ailleurs, c'est à partir de là qu'un kinésiologue travaille. Moi, je travaille avec le corps d'abord, avant de discuter. Je vais voir où est-ce que le corps me mène au niveau de l'âge. En fait, on est le résultat, on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui parlent de l'empreinte de naissance. On est le résultat du vécu et du ressenti de nos parents. On sait déjà qu'il y a les premières mémoires ici. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui avec l'épigénétique notamment, mais on le voit, on arrive sur Terre avec des bagages émotionnels. C'est-à-dire qu'on a des émotions qui peuvent être transmises de génération en génération, on le sait. Pour ceux qui y croient, on ne va pas rentrer dedans, mais peut-être même de vie antérieure, on va parler de multivers, plutôt en quantique. Mais tout ça pour dire que le corps, il garde en mémoire toutes ces blessures. Et tant que le corps ne libère pas, il y a des choses qui reviennent en boucle, en permanence. C'est ce qui fait que pendant la période de l'enfance, et puis même après, l'homme, il peut restreindre l'expression de sa vitalité parce que justement, il garde ses émotions pour répondre à la demande de son entourage. Je l'ai dit, pleure pas, fais pas de bruit, sois discret, faut pas se montrer. Donc du coup, quand vous libérez les émotions au niveau de votre corps, vous libérez tout simplement la circulation énergétique. Donc là, je crois que je vous ai pas fait de slide sur les méridiens, mais en gros, en kinésiologie, on travaille, les fondations de la kinésiologie, c'est la médecine chinoise. En médecine chinoise, on va parler plutôt de la circulation énergétique à travers les méridiens. Les Indiens, eux, vont parler des nadis. En gros, il y a une circulation énergétique qui se fait. Pour que le corps soit en parfaite santé, il faut que l'énergie circule librement. Dès que l'énergie est entravée parce qu'une émotion est bloquée,
en fonction de où se situe l'émotion, la tonalité de l'émotion, etc., eh bien, ça va créer différents symptômes, je vous l'ai dit, et dans le pire des cas, des maladies, type des maladies chroniques, etc. Donc, notre société moderne, c'est vrai qu'elle voit la plupart des maladies, et puis j'ai presque envie de dire des émotions, comme des ennemis à combattre. Okay, pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas traduire les signaux au niveau du corps. Si on les regardait, comme je vous propose de les regarder, c'est-à-dire comme des messagères, puisqu'on l'a vu, la peur, ça sert à nous informer, soit à nous protéger, soit à nous informer d'un danger. Tiens, pourquoi là j'ai peur? Puis je ne reviens pas sur tous les messages que les émotions ont à faire passer, mais si on les regardait plutôt comme des messagers plutôt que des ennemis à combattre, ça changerait bien des choses. En fait, la maladie, c'est vraiment ça, c'est j'accumule des paquets d'émotions, des paquets émotionnels qui sont cristallisés dans mon corps. Alors, au niveau d'un symptôme, quand il se répète, ou quand une maladie devient chronique, il y a des tas de livres sur le sujet. Si en fait, moi, je vous invite vraiment à vous dire, là, il y a peut-être mon corps qui cherche à me dire un truc, quoi. Alors, parmi les grandes personnes qui marquent, on va dire, ce domaine-là, on parle de décodage biologique. Il y a Christian Flech, qui est à l'initiative de livres comme, sur le décodage biologique. Il y a la métamédecine de Claudia Rainville, qui est intéressante. Il y a le grand dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel. Mais, vous avez tout pour une maladie, il faut s'y retrouver. Il y a mon mari, qui vient de quitter la pièce, qui a écrit un livre sur le décodage biologique. Voilà, je vous invite. Alors lui, c'est décoder le décodage biologique parce qu'en fait, il y avait tellement d'informations autour d'une maladie que lui s'est dit, attends, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on en est venu au résultat qui dirait que, par exemple, une infection au poumon, c'est une problématique liée à ma famille, à mon territoire. Voilà, je ne rentre pas dans le sujet, mais sachez que ça existe. Et Reich, qui est quand même un grand, il faisait partie des pionniers, lui, à dire qu'on entrave la libre circulation de l'énergie à travers le corps. Lui, il parlait de cuirasse émotionnelle. Voilà. Il parlait de comment? On mesure le niveau de preuve de ça. Pardon, je n'ai pas entendu. Comment on mesure le niveau de preuve de ça? Comment on mesure? Le niveau de preuve. Alors, sur le décodage biologique, alors ne serait-ce que par les résultats. En fait, nous, on s'en sert beaucoup en kinésiologie. Par exemple, quand vous avez une émotion qui est bloquée dans le corps, vous allez regarder à quel endroit dans le corps elle est bloquée. Alors, par exemple, la colère, elle se loge très souvent au niveau des organes du foie. Et donc, en fonction de certaines maladies, en investiguant avec le corps et avec la personne, alors évidemment, une maladie, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, mais il y a des terrains communs qui font qu'en investiguant, on va pouvoir voir le conflit qui est à la base de ça, l'émotion qui n'a pas été digérée à un moment donné, ou ce qui n'a pas été en fait tout simplement exprimé, et qui fait que la personne, elle somatise. On est sûr que ce n'est pas une interprétation, mais une preuve, on passe de l'un à l'autre. On passe de l'un à l'autre, c'est-à-dire? J'ai pas compris votre question. Pour être sûr qu'on passe d'une interprétation à une preuve, comment on fait la différence? Alors, j'ai envie de dire émotionnellement, parce que le corps il ne triche pas. Quand il y a une réaction émotionnelle, souvent on va parler, par exemple en PNL, de MMS, c'est le mini-maxi schizophrénie. La personne elle bug. Et puis j'ai envie de dire, c'est pas tant la preuve qui est importante, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. À partir du moment où il va y mettre la foi, il va capter que là où il y a une clé qu'il n'avait pas eue, qu'il va pouvoir libérer l'émotion, automatiquement la maladie elle part. Alors après il y a des tas de sujets, parce que sinon là c'est vraiment une conférence à part, mais c'est passionnant le décodage biologique. Mais on pourrait y revenir dans les questions-réponses si vous voulez, avec plaisir. Donc au niveau de notre pouvoir d'auto-guérison, en fait, c'est intéressant de comprendre que parce qu'on est énergie, parce que l'énergie doit circuler librement dans le corps, et parce que les émotions, lorsqu'elles sont stockées dans le corps, cristallisées, enfermées, prisonnières, mettez le mot que vous voulez, elles vont créer des désordres. En fait, quand une personne, elle se met dans le mouvement, quand une personne, elle va éveiller son corps, elle va pouvoir elle-même faire circuler l'énergie qui est bloquée dans le corps. Donc là aussi,
On n'a pas forcément besoin d'un thérapeute pour aller libérer certaines émotions. On peut passer par le mouvement. Et il y a de plus en plus Par exemple, la théorie polyvagale est une théorie qui est très intéressante sur le sujet et j'essaierai on va en parler rapidement également si vous voulez. Donc en fait, déjà, c'est de comprendre que ce pouvoir de guérison, on l'a tous, hein, en remettant notre corps en mouvement. C'est un processus qui parfois peut prendre du temps, mais c'est déjà, encore une fois, de changer de regard sur la maladie, de ne plus l'avoir comme l'ennemi à combattre, mais tiens, qu'est-ce que mon inconscient, qu'est-ce que mon corps, il essaye de me dire à travers ces mots, d'accord? Dans le langage, d'ailleurs, langage des oiseaux, comme on dit, il y a les mots MOTS et les mots MAUX. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas pu exprimer avec mes mots ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des mots physiques. Du coup, on a une vraie responsabilité aujourd'hui, on le sait avec l'épigénétique, en matière de santé. Quand on prend conscience de tout ça, on ne peut plus se dire je remets mon pouvoir dans les mains d'un médecin qui va me guérir, enfin à mon sens en tout cas. C'est à nous de développer plus d'énergie d'amour. Tout à l'heure, je vous disais que la joie, c'était une fréquence hyper élevée énergétiquement. Quand vous êtes dans une énergie de joie, vous avez un meilleur système immunitaire, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que votre vibration est beaucoup plus élevée que quand vous êtes à nourrir tout le temps de la tristesse, à vous enfermer dans une tristesse qui va baisser votre niveau énergétique. Donc, ce qui est super, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Vous pouvez, sans même vivre des événements de joie, par la visualisation, aller reprovoquer cette émotion-là. Donc, c'est vraiment à nous de développer plus d'énergie d'amour, de joie, pour vibrer autrement. Un enfant, il est naturellement dans l'émerveillement. D'ailleurs, moi, je sais qu'en tant que maman, il y a plein de fois où je me suis reconnectée à l'émerveillement à travers les yeux de mon petit loup, et ça, c'est fantastique pour ça, les enfants. Un papillon, première abeille, l'abeille qui butine, l'émerveillement. On a tendance un petit peu à perdre parfois avec notre regard d'adulte, à se concentrer sur justement ce qui nous préoccupe. Et puis, c'est se mettre en mouvement, vraiment. Et on va voir pourquoi, parce que vous êtes en train de comprendre que ne pas vivre les émotions, c'est vraiment dangereux pour la santé. Alors les émotions, où est-ce qu'elles s'impriment? Tout à l'heure, je vous ai dit, quand une émotion, elle est bloquée dans le corps, elle se met à un endroit qui fait que énergétiquement, ça va être bloqué, l'énergie ne va plus circuler correctement, et c'est ce qui va faire qu'il va y avoir des conséquences au niveau physique et puis psychique, parce qu'on va se sentir dans un état de malaise et mal-être. En fait, le corps, il peut vraiment être comparé à un livre ouvert. Je vous l'ai dit, chaque événement va laisser une empreinte. Même si on cherche à l'oublier, même si on l'oublie, c'est souvent ce qui se passe quand il y a des cas de trauma, de très grands traumas. Hop, le corps il est bien fait, hein, il va mettre ça en déni, puis un jour, chez le psy, tchouk, on va retrouver l'information, ou pas. Mais en tout cas, le corps, on peut libérer dans le corps, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait chez les hypnos à la fin. Quand vraiment la personne est partie en transe profonde, on va laisser le choix à l'inconscient de se souvenir ou pas de l'événement. Ce sera l'inconscient qui fera son choix. À partir du moment où c'est libéré dans le corps, c'est plus un sujet. Donc en fait, ces traces, elles ne sont pas seulement visibles au niveau psychologique, elles sont visibles dans le corps au niveau des fascias. Donc, je vous ai mis cette photo. Les fascias, ça ressemble à ça en fait. C'est composé essentiellement d'eau et de collagène en fait. Et ça se stocke dans ces tissus conjonctifs. Pendant des années, on n'y prêtait pas du tout attention. Et puis, il y a des superbes scientifiques qui se sont intéressés un petit peu à tout ça et qui ont vu à quel point leur implication au fascia, dans la posture, le mouvement, dans la gestation des émotions, tout ça, c'était très lié. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui de fasciathérapie, notamment. Les ostéopathes interviennent sur les fascias. Et puis quand on fait par exemple des activités comme, moi je parle du yoga parce que c'est ce que je connais mieux, mais par exemple du yin yoga, des mouvements très très lents, on ne va pas chercher en fait à muscler, aller dans les muscles, on va aller vraiment chercher à aller en profondeur dans les fascias. Parce que les fascias ont une mémoire de forme. Et en fait quand vous intervenez au niveau des fascias, vous pouvez aller libérer là aussi les endroits où en fait le corps, il a enregistré les traumatismes, les tensions profondes. Donc quand une émotion elle vous traverse, vous avez compris,
plante des pieds, hop, je le libère par la glande pituitaire, 90 secondes c'est le top, c'est la situation idéale, mais quand l'émotion est trop forte, ou quand l'émotion, je ne veux surtout pas montrer, par exemple que j'ai honte, ou que j'ai peur, enfin, en général, c'est les émotions désagréables, hein, et vous m'entendrez pas dire négatives, désagréables qu'on cherche à garder, et bien là, ça peut se stocker à cet endroit. Les fascias, en fait, ça s'adapte complètement au mouvement. Les fascias, vous avez vu, c'est fibreux, c'est élastique. Et quand votre émotion, je vous disais, elle traverse votre corps, le corps, il va réagir. Oui, c'est ça. Quand l'émotion vous traverse, le corps réagit. Si l'émotion, elle n'est pas exprimée, elle n'est pas libérée par la glande pituitaire, elle va s'inscrire au niveau des fascias. Et là, c'est comme ça que vous allez commencer à dire « Ah, je ne suis pas bien aujourd'hui » ou « Moi, j'ai un peu mal au dos ». Première tension, premier blocage. Ok ? Et puis, si vous laissez traîner ça, si vous ne libérez pas l'émotion, au bout d'un moment, elle va venir se manifester avec des douleurs chroniques, avec des raideurs, avec des troubles posturaux qui vont vous permettre d'avoir un abonnement super chez votre ostéo préféré, ou même des déséquilibres émotionnels, puisque c'est toujours sur le plan physique et psychique. Donc du coup, là aussi, quand je vous dis, vous pouvez prévenir au niveau des fascias, la prof de danse que j'ai suivie là, toute la semaine, elle me disait, croyez pas que c'est parce qu'on vieillit qu'on ne peut plus faire certaines postures. C'est simplement parce qu'on se dit, ah, je ne peux plus le faire. Mais si vous continuez à travailler la souplesse, il y a des gens qui ont 90 ans qui font le grand écart. C'est pas un problème. Par contre, si vous ne fléchissez plus, si vous n'invitez plus votre corps à aller dans le mouvement, moi je dis souvent dans mes cours de yoga, si vous mettez de la souplesse dans votre corps, vous allez mettre de la souplesse dans l'esprit, parce que les deux sont liés, il n'y a pas de scission. Et donc les deux vont vraiment ensemble, on va y venir. Donc il n'y a pas que le yoga, hein. Il y a le pilate qui fonctionne très bien, il y a le tai chi, il y a des tas d'arts martiaux absolument fantastiques. Aujourd'hui, de plus en plus, si vous êtes un petit peu sur les réseaux Instagram, on parle beaucoup d'exercices somatiques. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite l'image du yogi qui se plie en quatre. Le yoga, ça peut être très doux et en fait, c'est vraiment une discipline que vous pouvez commencer à tout âge et adapter. Toutes les postures, en fait, s'adaptent et c'est ça qui est absolument fabuleux. Maintenant qu'on a parlé des fascias, ça me semblait important de vous parler de ce muscle, le psoas iliaque. Pourquoi ? Parce que, alors c'est un muscle, là pour le coup, avec l'âge, c'est une réalité qui a tendance en fait à se refermer. Et en général, quand l'ostéopathe il nous manipule, c'est un muscle qu'on n'aime pas tellement, parce que justement, c'est le seul muscle qui relie le haut et le bas du corps. Et en fait, c'est un muscle qui est hyper important, puisque c'est ce qui vous permet quand même de vous tenir droit. C'est aussi celui qui vous permet de fléchir vos jambes. Et il est surnommé de deux manières. Vous avez une idée, non ? Vous avez déjà entendu ? Ouais. Il a deux dénominations. Alors, une qui est plutôt sympa, hein, c'est le muscle de l'âme, c'est plus flatteur. Mais il a effectivement également ce petit nom de muscle poubelle. Alors tout simplement parce qu'il est très proche des organes digestifs et qu'il peut accumuler évidemment des toxines, d'où l'importance de boire beaucoup d'eau pour le nettoyer. Et puis c'est aussi un muscle qu'on appelle le muscle de l'âme, qui est plus joli. Pourquoi ? Parce qu'il est connecté à notre diaphragme. Et donc du coup il est en lien avec notre respiration. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand une personne est hyper angoissée, on lui dit elle arrive, elle vient de faire un accident de voiture, par exemple, elle n'arrive plus à parler parce qu'on lui dit respire. Parce que quand on respire, en fait, on calme tout de suite. On vient calmer le corps et ça monte et on calme là-haut. Donc, quand on veut couper une personne du mental, on la fait respirer. Voilà. Donc, le rôle du psoas, je vous ai mis là, c'est le gardien des traumatismes. Pourquoi ? Parce que nos muscles squelettiques, ils sont conçus pour se contracter quand il y a un danger. Donc soit je vais rouler, soit je vais me protéger le bas-ventre pour me défendre en cas de danger. Donc les principaux muscles, un groupe de muscles qui protègent l'homme en cas de danger, c'est justement le psoas iliaque.
Les traumatismes, en général, ils vont justement entraîner une contraction au niveau du psoas et ça va créer une contraction même chronique. Ce qui fait, pourquoi? Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, il est là pour vous faire réagir face au danger. Donc du coup, c'est dès que je dois courir pour fuir, je vais aller faire appel, en fait, je vais avoir besoin de mon psoas iliaque. Et ce qui fait qu'une personne est figée, ça c'est monsieur qui me parlait de l'état de sidération, c'est ça. En fait, dans ce cas-là, dans l'état de sidération, figement total, je ne peux plus du tout réagir, eh bien, le psoas, il va être impacté par ce stress qui est vécu de manière hyper intense. Et là, il va falloir justement faire appel à soit un thérapeute qui va travailler avec certaines solutions. Moi, par exemple, je travaille avec une méthode qui s'appelle la méthode TRE, ça veut dire Trauma Release Exercise. C'est une méthode qui a été créée, je ne sais plus en quelle année, mais par un homme qui s'appelle David Berceli, et qui en fait avait tout simplement observé que les animaux dans la nature, quand ils vivent du stress, eh bien, au début, ils se figent, ils se mettent en état dorsal, donc la respiration est quasiment inexistante. Il y a une très très belle vidéo sur internet qui est en fait c'est la vidéo d'une impala et d'un jaguar. Donc le jaguar attrape l'impala au niveau du cou, l'impala se met au sol, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, et là d'un seul coup elle se met en état de sidération, en dorsale, donc vous ne voyez plus du tout la bête respirer. Évidemment elle respire, mais c'est à peine visible. Et puis là vous avez une hyène qui passe. Et vu que le jaguar, la bête elle se défend plus, elle fait comme si elle était morte, ça l'intéresse déjà moins le jaguar. Donc là du coup, il y a la hyène qui arrive et qui active le sympathique du jaguar. Du coup, le jaguar, il part chasser la hyène. Et là, vous voyez petit à petit, l'impala, il se met à re-respirer. Vous voyez le ventre, le cœur, tout s'active. Et là, elle se met en tremblement. En fait, ce n'est pas des convulsions qui sont problématiques chez l'animal. Elle vient naturellement libérer tout le stress qu'elle vient de vivre. Donc, elle tremble. Et une fois qu'elle a terminé, elle s'en va, tranquillement. Elle revient dans un état de sécurité. En fait, c'est ce qu'on devrait tous faire. Mais vu qu'on a... Pareil, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, en général, elle tremble. Et nous, on lui dit, calme-toi. Mais non, tremble. Libère ce que tu as besoin de libérer. Donc la méthode TRE, c'est une méthode qui est fabuleuse. C'est 7 exercices qui vous permet en fait d'aller activer certains muscles de bas en haut et qui vous permet de venir activer votre réflexe de tremblement et qui vous permet de libérer les tensions que vous accumulez au quotidien dans le corps et qui marche évidemment très très bien en cas de traumatisme. Et le thérapeute qui fait apparaître les tremblements? Ouais, ça c'est génial. Ah ouais. Ouais. J'ai eu une interview de la représentante France de la méthode TRE sur ma chaîne YouTube. Si vous tapez YouTube Ambre Gazodor, vous pourrez voir, elle s'appelle Cécile Portier à Toulouse. Voilà. Donc, pour prévenir, puisqu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir mal au psoas pour aller voir quelqu'un, pour prévenir les douleurs au niveau du psoas, c'est encore une fois, c'est le mouvement. C'est boire aussi beaucoup d'eau, vous l'avez compris. Et puis, le psoas, c'est pas seulement un muscle physique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'appelle le muscle de l'âme parce que c'est un muscle aussi émotionnel, puisque c'est un muscle qui reflète notre état intérieur. Donc, quand l'ostéo voit si c'est bloqué ou pas, il y a déjà pas mal d'indices sur votre état émotionnel. Et tout comme les fascias qu'on vient de voir, d'ailleurs, on devrait dire le fascia parce qu'il n'y en a qu'un, si tout est interconnecté au niveau du corps, c'est vraiment un groupe de muscles qui est impliqué dans nos réactions de stress, dans nos réactions de survie. Toutes les émotions très fortes comme la peur, l'anxiété, la colère, etc., ça peut provoquer une contraction au niveau du psoas. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, ça prépare le corps à l'action. Parce que c'est le groupe de muscles qu'on va utiliser pour pouvoir avoir face au danger, soit fuir, soit combattre, etc., etc. Et donc, du coup, je vais en venir naturellement, puisqu'on a parlé des fascias et du psoas, au nerf vague. Le nerf vague, on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc, il est indiqué là sur le schéma par cette grande ligne jaune. En fait, c'est le nerf le plus long du corps,
qui relie en fait notre système nerveux autonome à tous nos organes à l'exception de la rate. Et donc c'est vraiment c'est un acteur majeur dans la connexion entre le corps et l'esprit. Et on s'est rendu compte il y a quelques années que 80% des informations viennent du corps, on va dire du ventre, du cerveau, et seulement 20 du cerveau en bas. Alors là aussi, on se rend compte que finalement, toutes ces thérapies avec la parole, bah ouais, ça peut marcher, mais si vous n'allez pas visiter le corps, bah c'est moins efficace. Donc en fait, 80% des infos circulent dans ce sens. On en a beaucoup entendu parler, les livres ces dernières années. Le cerveau, l'intestin, ce deuxième cerveau, etc. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup du nerf vague. Stéphane Porges a beaucoup parlé de la théorie polyvagale. Pourquoi ? Parce que quand vous activez en fait le nerf vague, donc ce grand nerf là, vous allez solliciter la branche ventrale de votre système nerveux autonome. C'est-à-dire que très souvent, on dit le système sympathique n'a rien de sympathique. C'est un mémo technique quand on apprend, quand on travaille un petit peu sur la théorie polyvagale, alors que le système parasympathique, c'est lui qui va déclencher en fait tout ce qui est réponse de relaxation, etc. Donc du coup, votre système sympathique, c'est justement lui qui est en lien avec vos réponses de combat, de fuite, avec vos réponses, c'est lui en fait qui va s'activer en période de stress. Donc du coup, le nerf vague c'est quoi ? Si je le personnifie, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre qui va diriger toutes les symphonies de vos émotions, toutes vos réactions physiologiques. Donc toutes les dernières recherches en neurobiologie, en fait, elles sont en train de révéler que toutes les approches traditionnelles qui étaient vraiment axées sur le mental et les pensées, elles sont très souvent insuffisantes pour venir gérer le stress d'une personne. En fait, les maux qu'on a au niveau physique et psychique, c'est très souvent le résultat d'un déséquilibre du nerf vague. Et quand on prend conscience de ça, en fait, le problème qui réside le plus dans notre corps, la majorité de nos problèmes, en fait, si on vient avoir une action, je dirais, au niveau du corps, ça va être beaucoup plus efficace que si on vient chercher à le régler au niveau de la tête, des pensées, des croyances. D'où l'importance d'apprendre à réguler son système. Alors, est-ce que vous avez une idée de comment on régule ce nerf vague ? Non ? Alors, le fameux Stéphane Porges, qui était qui est docteur en neurosciences, c'est lui qui a l'initiative de cette fameuse théorie polyvagale. Et lui, il a mis en lumière 3 états. D'accord ? Dans ces 3 états principaux, il y a l'état de sécurité. Un enfant, naturellement, quand il naît, il est en sécurité. Un enfant, il peut jouer avec une migale, ça ne pose aucun problème. Jusqu'à ce que maman arrive, qu'elle voit la migale, qu'elle dit oh! Et là, l'enfant va dire ok, maman elle a la bouche ouverte, maman elle hurle, là il y a un danger. Donc il ne saura même pas pourquoi c'est dangereux, mais il va associer la migale toute sa vie au danger. Parce que maman, en système de co-régulation, elle a eu peur. Donc en fait, l'état de sécurité, c'est ce qu'on appelle la branche vagale. On va parler d'état de vagale ventrale. ça te parle, l'état. Donc du coup, quand on se sent en sécurité, c'est cette branche ventrale du nerf vague qui est dominante. Et là, notre monde, en fait, quand on est connecté à cet état, il est sécure. Tout va bien, le monde est beau. Si je vous mets une expérience dans laquelle je vais vous connecter un souvenir en sécurité, parce que vous allez vous sentir bien dans votre corps, vous allez avoir des pensées super positives et des émotions qui vont être super belles, super, vraiment agréables. Ensuite, vous avez l'état de combat ou de fuite. Là, on va venir activer le système sympathique. Je vous l'ai dit, le système sympathique, il n'a rien de sympathique. Okay ? Donc du coup, face à une menace, qu'elle soit réelle ou imaginaire, en tout cas celle que vous percevez, le système sympathique, lui, va vous préparer à l'action. Okay ? Donc soit je me bats parce que j'estime que je peux me battre là et que je peux me battre avec le lion, soit je fuis, j'espère qu'il ne va pas m'attraper. Mais je suis en système sympathique. Ou alors, vous avez l'état dont on a parlé tout à l'heure, de figement ou de sidération. Et là, on va être plus sur la branche dorsale.
C'est-à-dire qu'en cas de danger extrême, c'est la branche dorsale du nerf vague qui va prendre le dessus et qui va provoquer cet état de figement, sidération, ou même retrait. Ok ? Donc il y a des petits tests comme ça qui sont assez rigolos à faire, qui ont été vulgarisés par certains coachs canadiens notamment, comme Ludovic Leroux qui fait pas mal parler de lui. Et lui, pour rendre ce truc tout public, il a appelé ça des profils dominants. Alors les gens qui sont plutôt avec un profil vagal ventral, qui sont vraiment très souvent en état de sécurité parce que leur nerf vague est régulé, ils les appellent les créators. Là on est dans le vagal dorsal, en langage un peu plus, on va dire, dans le vrai langage. Les gens qui ont tendance à être dans le sympathique fuyant, c'est-à-dire je cherche à fuir le danger, d'accord ? Là, on va les appeler plutôt les dreamers. Pourquoi ? Parce que c'est des gens face à un danger qui vont plutôt adopter des stratégies d'évitement, de fuite. Et puis, sur les personnes qui vont avoir plutôt tendance à tout le temps être agressifs, ouais, c'est moi le plus fort, nanana, m'approche pas, c'est souvent en fait des gens qui ont peur. Donc en fait, eux, on les appelle les fighters, parce qu'ils ont tendance à toujours être sur l'agressivité, la suractivité. C'est des gens qui veulent contrôler à tout prix leur environnement parce qu'en dessous, il y a de la peur. Donc cet état de créateur, vous l'avez compris, le créateur, c'est celui qui a un système, un nerf vague, qui est régulé. Et on peut tous travailler là-dessus. Parce que si je vous fais passer un petit test dans cette salle, vous allez avoir des profils où vous allez avoir, je sais pas, 70% de dreamers et puis 10% de hiders, et puis voilà, vous allez équilibrer. J'ai déjà vu dans les tests à qui j'ai fait passer des profils de 90% de fighters et 10% de hiders. Vous avez des gens qui ont un petit peu de tout. En fait, on a tous de tout, évidemment. Parce qu'on change des milliers de fois par jour d'état, des milliers. Mais il y a des gens qui vont avoir un petit peu toujours les mêmes profils face à certaines situations parce qu'on est aussi le résultat de notre passé. Et tant qu'on ne va pas travailler à remettre de la sécurité dans le corps, on va avoir tendance à réagir toujours avec les mêmes mécanismes de défense. Il y a des gens qui vont être tout le temps dans l'évitement et qui vont même vous dire, parce que j'ai déjà entendu ça, moi, je ne me mets jamais en colère. Ils ont le droit de changer aussi. Comment ? Ils ont le droit de changer. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous l'ai dit, c'est inné en fait, la colère. Mais elle peut transformer parce qu'elle a été interdite, cette colère. Donc elle l'a forcément transformée peut-être en se mettant en mode tristesse ou en gardant la colère à l'intérieur. Mais alors ces gens-là, je ne vous dis pas le jour où ça explose, quoi. Donc du coup, comment on fait pour passer en fait d'un système dérégulé qui nous met en mode survie à un système régulé qui nous met pleinement dans la vie ? En fait, il s'agit d'apprendre à stimuler ce nerf vague. Et il y a 1000 façons de le stimuler. Est-ce que vous avez des idées de comment on le stimule un petit peu là ? Non. Par rapport aux émotions. Comment ? Par rapport aux émotions. Aux émotions ? Alors, non. Non. Enfin, aux émotions, oui, ça va agir. En fait, déjà, c'est de la conscience. Le maître mot, ça va être la conscience. C'est mettre de la conscience sur nos états. Ah oui, là, je vois bien qu'en fait, je suis en surréaction de colère. Et pourquoi j'ai cette colère ? Bah oui, parce que je suis en insécurité. Qu'est-ce qui me met en insécurité ? C'est souvent ce qu'on va chercher chez les psys, en fait. Hein. C'est-à-dire, j'aurais jamais dû réagir comme ça. On est dans une culpabilité. Puis le psy, je sais pas, par exemple, moi en kinésiologie, je vais aller regarder. Tiens, ça m'amène à tel événement. Ah bah oui, je me rappelle. Par exemple, une personne qui va avoir un profil plutôt d'évitement, mais vraiment à se cacher dans sa grotte. Donc là, c'est des gens qui ont plutôt un profil en dorsal. Ben, vous vivez un truc, alors c'est du vécu, hein, je vais vous dire. Je me rappelle une scène comme ça, j'étais au collège, j'étais déjà au collège, j'étais en 6e, on a 12 ans. Hein. Je suis appelée au tableau par la prof de français, puis elle me demande de réciter un poème. Je ne l'avais pas appris, car vraiment ça me gonflait. Ça me gonflait vraiment prodigieusement, les poèmes. Et là, je me dis, merde, c'est la tuile. Hein. Je ne savais pas un mot du poème. Alors, je me plante devant la classe. Et alors là, j'ai senti vraiment que j'avais la honte, quoi. J'ai vraiment senti l'émotion, le rouge monter. Et puis, j'ai vécu un truc, mais humiliant, à un point que j'ai oublié ces paroles.
J'ai oublié tellement c'était humiliant. Et puis elle a fini par me dire, bon, tu n'as pas appris, hein. Allez, retourne à ta place. Je te mets 2 pour le déplacement. Ça, j'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié cette phrase. D'ailleurs, maintenant, j'ai des élèves que j'accompagne en culture générale et expression. Je me suis promis de jamais faire un truc pareil parce que je trouve ça horrible. Mais donc, vous imaginez cette petite fille qui grandit, à chaque fois qu'il y a une situation dans laquelle on lui dit il va falloir présenter là, parce que bon, plus tard, je travaillais dans le marketing, tout ça. Je me suis retrouvée dans une boîte, on était quand même numéro 3 au monde à l'époque. Donc, c'était des gros kick-offs devant des. Bon, voilà, il fallait présenter les stratégies devant 200 personnes. J'ai dit, c'est moi qui vais devoir présenter ça. J'ai été comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'on me resservait une situation où il fallait parler en public, j'étais comme ça. Pourquoi, à votre avis? Est-ce qu'on n'oublie pas? Parce que même si j'avais oublié, et en l'occurrence, je n'ai pas oublié, même si j'avais oublié cette scène qui avait été si humiliante pour moi, cette situation-là, elle me rappelait l'émotion qui avait été bien bloquée dans le corps. Donc j'ai travaillé à remettre de la sécurité. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de l'appréhension ici, hein. Mais maintenant j'adore, parce que j'ai travaillé, notamment sur mon nerf vague, pour ces situations. Et je me dis, mais comme tout le monde, cette petite fille, elle a eu peur parce qu'elle ne pouvait pas se défendre. Mais aujourd'hui, moi, je risque rien devant. Et vous pouvez me dire que c'est nul. Vous avez prévu quoi? Les tomates? Ça me permettra peut-être de libérer ce qui n'est pas encore libéré. Voilà. Donc, le nerf vague, on peut le réguler de 1000 façons. Et on commence, en fait, on le régule par le corps. Alors, quand je dis le corps, ça énerve mon mari, il me dit, mais c'est pas dissocié. C'est peut-être pas dissocié, mais moi, j'ai dissocié longtemps mon corps. Je cherchais à ne pas ressentir la douleur. Donc, du coup, ça crée des sociétés où beaucoup dans le mental, mais on ne veut pas ressentir. Parce que c'est désagréable de ressentir. Et parce que quand on a été élevé avec il ne faut pas dire, il ne faut pas pleurer, c'est pas beau de se mettre en colère, forcément on garde. Donc pour réguler le nerf vague, déjà il y a eu le yoga qui est apparu dans ma vie. Et je dis toujours, il y a eu le avant le yoga et le après le yoga. Et puis quand vous apprenez à réguler le nerf vague, parce qu'il y en a pour tous les goûts, en fait un fighter, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'action. Parce que le danger doit le voir arriver. Donc pour que le danger il arrive, c'est des gens qui ne s'arrêtent jamais. Pour eux, s'arrêter, c'est insécurisant. Okay. Donc du coup, quand vous dites à un fighter, pour réguler ton nerf vague, faire de la méditation, fighter, il n'y a pas. Après, les dreamers, ils adorent visualiser parce qu'ils partent en voyage. Parce qu'il ne faut pas croire dans les profils que je vous ai dit là. Le dreamer qui s'évade, le fighter qui combat, celui qui va se mettre dans sa grotte, comment on l'appelle d'ailleurs, en truc, comment on l'appelle celui-là déjà? Je ne sais plus. Ouais, non, mais en truc un peu, en mémotechnique, comment on l'appelle celui-là? Je le retrouverai. C'est pas le hider. En fait, le hider parce qu'il se cache, donc il se replie sur lui. Voilà. Donc par exemple, la petite fille, forcément, ce jour-là, qu'est-ce qu'elle s'est dit? J'aurais mieux fait de rester planquée. Donc quand dans son raccourci inconscient face à certaines situations, il vaut mieux rester planqué, du coup, à chaque fois qu'il y a un peu de monde, la personne, elle va être en repli. Et en fait, selon chaque profil, parce qu'on a tous des profils dominants, le but, vous l'avez compris, c'est d'aller au maximum, aller récupérer son état de créateur. Mais on ne peut pas être toujours en état de vagal ventral, c'est-à-dire en état de créateur, en état de sécurité. Pourquoi on ne peut pas être toujours en état de sécurité, à votre avis? Trop d'énergie. Non, parce que le danger, il existe. Et qu'on a besoin de pouvoir répondre au danger. Soit en combattant, soit en se cachant, soit en fuyant. Donc en fait, le but, c'est que, je vous l'ai dit, 80% des informations, elles sont, pas 90, mais elles sont inconscientes. Le but, c'est de remettre de la conscience. Et quand on met de la conscience, en fait, c'est plutôt que d'avoir un mécanisme inconscient en permanence qui va ériger notre vie, c'est-à-dire toujours répondre de la même façon, de manière agressive ou de manière fuyante, c'est choisir. Parce que tous ces états sont bons, on a besoin de tous ces états. Et c'est être à l'aise avec chacun de ces états. Donc pour réguler le nerf vague,
La méditation, c'est super. Le mouvement, tout type de mouvement, le tai chi, le yoga, n'importe quel art martial, mais même le jogging va réguler un nerf vague. La cohérence cardiaque, tous les exercices de respiration sont fabuleux. Alors évidemment, selon les respirations, il y en a qui activent, qui réchauffent, puis il y en a qui calment, qui apaisent. Et j'en passe. Si je reprends le dreamer, c'est celui, vous savez, qui a tendance à fuir les problèmes. Dans les très beaux exemples de dreamer, parce qu'on peut se dire, alors le dreamer, on en a besoin. Pourquoi on en a besoin? On a besoin, par exemple, on a interviewé un homme qui avait été un rescapé d'une guerre dans laquelle il s'est retrouvé à un moment donné enfermé dans un camp. Il dit, mais comment vous avez fait? Le journaliste lui dit, mais comment vous avez fait pour résister à de telles atrocités? Le mec répond, c'est simple, j'allais jouer au golf tous les jours. Alors le journaliste dit, mais il n'y avait pas de golf dans votre camp. Ah si, moi je levais la tête, je fermais les yeux, puis j'allais jouer au golf. Et là, c'est bon. Voilà. Donc en fait, on a besoin de tous ces états, on a besoin de les choisir. Et pour les choisir, il s'agit d'être davantage conscient. Alors évidemment, on ne peut pas être toujours conscient. Et puis la plupart du temps, c'est notre inconscient qui prend les décisions avant nous, une demi-seconde avant nous. Par contre, plus vous allez ramener de la sécurité, plus vous allez avoir un nerf vague régulé, plus vous allez réduire les temps de réponse entre vos mécanismes et de dire « Ok, là, j'allais partir là-dedans, mais je suis conscient que si je réagis comme ça, c'est parce que... » Et c'est ce que fait un psy, en fait. Le psy vous ramène, par exemple, je ne comprends pas pourquoi, j'adorerais parler en public, mais je suis complètement figée à chaque fois. Alors le psy ou le kinésio va dire « Ah, puis qu'est-ce qui t'est arrivé à 12 ans ?»« Toi, 12 ans. »« Ah ouais, j'ai vécu ça. »« Ah ouais, j'ai vécu ça. » Donc il va répondre au pourquoi. Mais le corps, vu que les informations elles passent d'abord par là, il va dire mais moi je le savais, moi. C'est pour ça que je t'ai mis en mode figement. J'ai cherché à te protéger. En fait, votre nerf vague, votre système nerveux, même votre système nerveux plutôt, il veut vous protéger, il ne veut pas votre bien-être. Il veut vous protéger. Et donc à un moment donné, c'est reprendre les rênes de votre vie en disant mais aujourd'hui, moi je suis capable. Et pour ça, il faut réentraîner le nerf vague. Par exemple, ça passe même par prendre des douches froides en respirant. Tu vois, je suis capable. Je suis capable en respirant d'accueillir cette situation et de la vivre bien et de remettre de la sécurité dans mon corps. Il y a une petite vidéo, je ne peux pas vous la mettre là, mais qui ne dure pas longtemps, de Antonio Damasio, qui a été qui est à la base de toutes ces recherches et qui a... Si vous tapez Antonio Damasio émotion avec Adriana Carambeu, vous allez voir, elle discute et puis il montre en fait une musique et puis il montre tout le trajet en fait, que la musique elle est d'abord captée par le corps, puis qu'elle monte et ensuite seulement elle se transforme en émotion et en pensée. Pendant des années, on nous a vendu tous les travaux, alors que je ne remets pas pour autant en question, attention, de Bruce Lipton, qui était l'auteur de La biologie des croyances, qui est fantastique d'ailleurs comme livre, où c'est vrai qu'on nous montre beaucoup de schémas où on nous dit nos pensées génèrent nos émotions, génèrent nos comportements. Oui, c'est vrai, mais nos pensées, ça vient de notre état. Donc en fait, quand je change d'état, c'est des choses que j'aime bien faire aux gens comme ça, on pourrait s'amuser à le faire. Prenez un souvenir dans lequel il y a eu un gros conflit. Pour connecter à ce souvenir, ça va créer un état chez vous qui va activer une certaine émotion, qui va activer des pensées que dans la vie, il faut se battre. Et puis je vais vous dire, mais reconnectez-vous à un souvenir, votre première rencontre avec votre mari ou votre femme, ou je sais pas quoi. Et là, vous êtes dans un état, le monde est beau, le monde est... Et parce que vous êtes dans cet état, vous allez vous sentir bien. Qu'est-ce qu'on cherche quand on va voir un thérapeute? À se sentir bien. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer en faisant vraiment, ce serait des heures et des heures de vous parler de la théorie polyvagale, mais pour moi c'était une vraie révélation en tant que praticienne psychocorporelle de voir que, on dit souvent l'intelligence est dans le corps. En kinésio on dit le mentalement, le corps c'est tout. Le problème c'est qu'on a tellement appris à tais-toi, à plus ressentir, à se déconnecter de nos ressentis. Donc je vais un petit peu passer les pensées, les croyances, etc. parce que moi je serais prête à rester avec vous la nuit entière, mais vous peut-être pas, vous avez peut-être d'autres choses à faire. Le temps est presque écoulé, si vous voulez conclure. Exactement, donc je vais conclure.
Je vais conclure. On va zapper les pensées, et j'en ai parlé directement, l'émotion qui exerce une influence sur l'ADN. Ça, c'est ce dont on a pris conscience grâce notamment à l'épigénétique. Et quand vous avez conscience en réalité que j'ai parlé des émotions élevées tout à l'heure, hein, je vous ai dit, on est de l'énergie en fait, hein, une condensation d'énergie qui vous permet de voir, de nous regarder. En fait, toutes les émotions elles ont une fréquence énergétique. Et je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de vivre quelque chose de joyeux pour se connecter à cette joie. Donc la visualisation, l'hypnose, ce type de technique vous permet en fait de créer des émotions. En PNL, on dit comme si égale c'est, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait vivre un état émotionnel sans même l'avoir rencontré. Et la problématique, la plupart du temps, c'est qu'on répète. On répète systématiquement des schémas qui sont inscrits depuis notre enfance. Du coup, c'est vraiment en acceptant, j'espère que j'aurai réussi à vous faire passer ce message ce soir, c'est en acceptant de se laisser traverser par les émotions qu'on rencontre, qu'en réalité, on va venir nettoyer ce canal. Et le fait d'aller aussi chercher par soi-même à cultiver certaines émotions, certaines pensées positives, à éprouver de la gratitude. C'est facile d'éprouver de la gratitude. Il y a un exercice très simple, c'est de se dire, tiens, tous les jours, je vais réfléchir à 3 trucs qui me permettent de dire merci. Des fois, il ne nous arrive pas des trucs extraordinaires. Là, je pourrais dire merci de m'avoir écouté, merci d'être venu, merci de... Mais ça aurait pu être tout simplement, j'arrive au boulot, mais rien n'arrivait dedans, mais assis quand même. J'ai failli arriver en retard, mais le chauffeur de bus, il m'a reconnu, il s'est arrêté. Merci. Merci pour ça. Et en fait, plus vous allez activer ce mécanisme de regarder ce pourquoi vous pouvez dire merci, cultiver cette gratitude, ça permet déjà d'avoir des changements au niveau épigénétique. Et je crois qu'il est vraiment temps d'apprendre à changer de regard dans notre façon d'éduquer nos enfants par rapport aux émotions, même si je vois du changement de plus en plus, et puis à commencer par soi, à s'autoriser en fait, à être plus authentique. Et je pense que si on tenait vraiment ce discours dans les écoles, il y aurait fort à parier qu'on aurait des adultes en devenir beaucoup plus authentiques, qui se permettraient, quand ils sont en colère, de se foutre en colère, et ça durerait 90 secondes. Voilà. Je vais conclure, comme vous m'avez demandé, et vraiment merci. Merci de m'avoir écouté, merci d'être venu ce soir. J'avais beaucoup à dire, j'étais consciente d'avoir mis beaucoup trop de choses. Alors je parle de tout ça et je vais beaucoup plus dans le détail dans mon prochain livre qui va sortir. Il y en a un qui sort au mois de septembre, un autre qui sort au mois de février, où je mêle vraiment le monde des émotions dans le premier tome, et dans le deuxième, l'importance du corps et du mouvement pour aller justement réactiver cette circulation énergétique qui est entravée quand on a des émotions qui sont prisonnières. Et avant cela, j'ai écrit mon avant-dernier livre qui s'appelle Le parcours qui mène à soi. Est un livre qui aborde aussi en grande partie les émotions avec beaucoup de cas, des gens que j'accompagne au quotidien en kinésiologie. J'aurais bien aimé vous faire un petit exercice de cohérence cardiaque, mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà, je vous remercie. Merci.